Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je suis démaquillée, du coup vous allez comprendre vite ce qu'on va faire. Aujourd'hui je vais me maquiller en vous parlant d'un sujet qui me fascine depuis plusieurs mois, je sais pas pourquoi. Je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo où je vais partager mon expérience, mon vécu à propos des pervers narcissiques. Je sais que ça peut paraître étrange comme sujet de vidéo, mais ça fait vraiment plusieurs mois que je suis à fond niveau lecture sur les pervers narcissiques. Et j'avais envie de vous faire une vidéo où je vous partage un petit peu mon vécu et tout ce que j'ai pu apprendre en lisant. Tout ce que je vais vous partager dans cette vidéo, c'est des choses déjà qui relèvent de mon expérience personnelle et des livres que j'ai lus. Je vais en parler après, mais la grande partie des livres que j'ai lus, c'est d'une psychothérapeute qui s'appelle Anne-Clotilde Ziegler. Là j'ai des livres qui traînent. J'avais partagé en story Insta un Reels qu'ils avaient fait, le magazine Elle, avec cette psychothérapeute, je vous l'affiche ici. Donc moi j'ai Qu'est-ce que l'emprise et Pervers narcissique, 50 scènes du quotidien pas si anodines pour les démasquer et leur faire face. Celui-ci je l'ai pas fini, mais à la fin ça parle surtout des situations en cas de divorce avec des enfants, et jusqu'ici c'est pas mon cas, donc j'ai vraiment lu la partie qui m'intéressait. Donc je vais vous faire part de mes aventures, puisque dans ma courte vie, aujourd'hui j'ai 25 ans, j'ai pu rencontrer des personnes, surtout on va dire d'un point de vue amoureux, qui s'apparentaient à des pervers narcissiques. Donc attention, je ne fais pas de diagnostic moi-même parce que je ne suis pas médecin, mais avec ce que j'ai lu et avec des choses que j'ai pu vivre dans le passé, ça se rejoint un petit peu, et je veux pas leur diagnostiquer le fait d'être pervers narcissique, mais ça se rapproche quand même vachement. Avant de vous laisser avec la suite de la vidéo, je tenais à remercier Evenco qui est aujourd'hui le sponsor de cette vidéo. Si vous connaissez pas Evenco, c'est une marque de culottes menstruelles qui remplace totalement les tampons et les serviettes hygiéniques. Peut-être vous vous souvenez, à la même période l'année dernière, j'avais travaillé aussi avec eux. Vous n'avez besoin d'aucune autre protection pendant 12 heures, donc pas besoin de changer. L'avantage c'est qu'il n'y a pas d'odeur, vous avez vraiment la sensation de ne pas avoir de protection, puisque c'est le cas, mais en fait vous vous rendez même pas compte que c'est un sous-vêtement particulier que vous avez. Il n'y a aucune fuite, aucune odeur, c'est très confortable. Moi c'est ce que je mets à chaque fois quand j'ai mes règles, et je n'ai jamais changé, je suis jamais passée à autre chose depuis que j'ai pu tester ça. Vous n'avez pas du tout la sensation d'humidité, et en plus c'est en coton bio et c'est vraiment hyper confort à porter. En plus de ça, vous avez vraiment plusieurs formes différentes, donc vous avez la culotte, le shorty ou aussi le tanga qui vous permet vraiment d'avoir quelque chose de très invisible sous les vêtements. Moi c'est très utile pour la salle par exemple. Gros point bonus, c'est une marque française, et pendant le Black Friday vous avez vraiment moins 70% sur tout le site, donc il n'y a pas de code promo appliqué, c'est juste je suis là pour vous prévenir du Black Friday. Si vous avez toujours voulu tester les culottes menstruelles, c'est l'occasion puisque c'est la plus grosse réduction de l'année. Moins 70% sur tous les modèles, vous avez plusieurs coloris à chaque fois, donc si vous avez envie de tester, c'est l'occasion. Vraiment, je vous assure que dès qu'on a testé tout ce qui est lingerie menstruelle, on n'a vraiment pas envie d'essayer autre chose. Bah là en plus, au moment où je vous filme ça, j'ai mes règles, j'en porte une, voilà, donc c'est parfait. Je vais vous résumer l'offre dans la barre d'infos, mais encore une fois c'est pour le Black Friday, donc merci beaucoup à Evenco de sponsoriser cette vidéo, et moi je vous laisse avec la suite. Donc, gros disclaimer avant de commencer la vidéo, je ne suis pas médecin, tout ce que je vais dire dans cette vidéo c'est de par mon vécu. Prenez cette vidéo avec une pincée de sel, dans le sens où mon but c'est aussi de vous divertir, et si je peux vous apprendre des choses c'est cool, mais je veux aussi vous faire rire, et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui apprécient le fait que je puisse parler de sujets un peu lourds en rigolant. J'ai vu ça dans ma vidéo sur Ethel Kane, mais voilà, c'est comme ça que je suis, et puis surtout c'est comme ça, c'est ma façon de vous raconter mes histoires. Je veux que vous voyiez cette vidéo un peu comme un guide, comme si j'étais une grande sœur qui vous faisait un classement de ses pires relations, qu'elle vous décrit un peu le comportement des partenaires qu'elle a pu avoir, et du coup, comme ça, vous pourrez peut-être reconnaître des patterns dans votre relation actuelle, ou dans une relation passée, et ça vous éclairera peut-être sur quelque chose que vous avez vécu, ou alors juste pour faire gaffe pour plus tard, si un comportement que je vais citer dans cette vidéo, vous êtes en mode putain, ça me rappelle la vidéo de Laurine, elle a dit que ce comportement-là, c'était pas ouf. Mais dans le sens où je suis pas médecin, vous pouvez juste prendre cette vidéo au second degré et juste écouter mes anecdotes, parce que j'en ai pas mal, et je me suis dit aussi que ça pourrait être marrant, même si des fois je raconte certaines histoires à mes copines et elles sont en mode mais c'est pas drôle, c'est hyper flippant, mais moi j'interprète ça à la rigolade maintenant, puisque la plupart des choses que je vais vous raconter c'est des choses qui se sont passées quand j'avais 19-20 ans. Donc certes ça fait pas longtemps vu que j'ai que 25, mais ça paraît être une éternité pour moi parce que j'étais vraiment une personne absolument différente. Et bien sûr, je vais me maquiller en même temps, donc c'est pour ça que je ressemble à ça. Et bah je pense qu'on peut commencer, que j'ai fait tout le disclaimer que je voulais faire. Je vais commencer par vous définir un petit peu ce que c'est, donc un pervers narcissique, mais aussi ce qui vient avec
Un pervers narcissique, c'est ce qu'on appelle, je vais essayer de pas cogner dans mon micro, je suis désolée si ça arrive, ce qu'on appelle l'emprise. Aussi, si vous me suivez sur Instagram, vous devez savoir que j'ai des gros problèmes de dos. Donc si je bouge de façon un peu robotique, c'est parce que là, la pose dans laquelle je suis est pas idéale pour mon dos, mais c'est le plan que je voulais. L'emprise, qu'est-ce que c'est? La définition que j'ai relevée d'après les livres que j'ai lus, l'emprise, ça peut se définir par une relation de pouvoir et de domination qui est alimentée par la fascination et la peur chez la victime. Donc, dans le livre, elle va parler de proie et de bourreau, mais aussi parfois par l'impossibilité de faire autre chose que de se soumettre à l'emprise qu'exerce quelqu'un sur vous. Donc je vais beaucoup parler du cas, vu que ça a été ma situation, où c'est un homme qui va exercer son emprise sur une femme, mais il existe également des pervers narcissiques. Le cas inverse existe évidemment. Quoi, on peut facilement se laisser prendre en fait là-dedans. Donc moi je vais vous parler de la situation de couple, mais ça peut être dans le cas du travail, dans la famille, mais en tout cas dans le couple c'est aussi quelque chose qui est très fort puisque surtout si vous vivez avec la personne, c'est très difficile de s'en échapper. Et donc le bourreau va se rapprocher potentiellement vers des proies avec un profil un peu, on va dire, similaire dans le sens où, moi en tout cas ça a été mon cas, donc le manque de confiance en soi, quand t'as pas beaucoup de repères dans ta vie, si t'es en conflit avec ta famille, ou en tout cas si tu te sens pas à ta place chez toi, donc la peur de l'abandon, la carence affective, etc., donc des profils assez similaires. Dans le livre, ce que j'ai pu relever aussi, c'est qu'elle va parler de la croyance qu'aimer, c'est être abusé et être violenté, et croire que la sexualité et violence, c'est la même chose. Alors pour des personnes qui sont totalement pas du tout familières à tout ça, sachez que moi c'est quelque chose que j'ai cru beaucoup dans mon adolescence, dans le sens où aimer c'est vraiment se sacrifier pour la personne quoi qu'il arrive et ne pas du tout penser à soi. Et aussi pendant les premières expériences sexuelles, on a souvent, enfin moi je sais que ça a été ce cas d'associer que la sexualité c'est obligatoirement violent. J'ai relevé une phrase dans son livre que j'avais bien aimée: la croyance qu'aimer c'est se fondre et se confondre dans l'autre, se nier pour lui faire toute la place, adopter ses points de vue sans recul, essayer d'effacer ses propres limites pour ne plus savoir où l'on finit et où l'autre commence. Je trouve que la phrase est très forte et qu'elle explique vraiment bien ce profil vers lequel les pervers narcissiques ont tendance à, je vais beaucoup répéter ça et je suis désolée, ont tendance à se porter, en fait se diriger, quelqu'un qui a beaucoup d'empathie et qui manque de confiance en soi et qui a besoin de repères, et c'est cette personne qui va lui montrer par A plus B qu'elle peut lui apporter tous ses repères et devenir vraiment la personne qui peut contrôler sa vie dans un sens positif, mais ça va tout de suite devenir hyper négatif. Avant de rentrer dans mon top 5 des profils des pervers narcissiques que j'ai pu rencontrer dans ma vie, je vais vous définir les 3 phases de l'emprise que peut exercer un pervers narcissique envers une proie, qui ont été définies dans les livres que j'ai lus. Donc vous allez comprendre ce que je vais dire par phase. Donc il y en a 3, des phases qui peuvent avoir n'importe quelle durée, c'est-à-dire que la première phase dont je vais vous parler, qui est la phase de séduction, elle peut durer 3 mois comme elle peut durer 2 ans. Donc la phase de séduction, c'est quand vous rencontrez quelqu'un, le prédateur il va être hyper chaleureux, hyper charismatique, il va vraiment vous faire ce qu'on appelle du love bombing ou du bombardement d'amour en français. Il va vous faire plein de compliments, il va vraiment se projeter de fou, mais vous savez ça va être vraiment beaucoup d'un coup. Je pense que c'est quelque chose qui est difficile à discerner puisque c'est normal qu'en début de relation on fasse de la place à quelqu'un, qu'on lui fasse plein de compliments, on lui fait comprendre en fait que la personne nous plaît, mais il y a un moment où vous sentez que ça peut être un peu trop parce que ça va être beaucoup de promesses très rapidement, donc ça peut être au bout de 2 semaines, je sais pas, quelqu'un qui va vous faire des promesses en mode on va s'installer ensemble, on va se marier, machin, enfin il y a peut-être des personnes qui aiment bien ça, mais ça peut être beaucoup d'un coup et généralement ça se termine pas forcément bien quoi. Et le terme qui a été utilisé dans un des livres que j'ai lu, c'est le terme poreux, dans le sens où le prédateur va être hyper sensible à ce que vous aimez, et donc vous allez dire que vous aimez quelque chose, il va dire ah moi aussi. Ça peut être le cas, ça peut être vrai, mais il y a très peu de chances que vous rencontriez quelqu'un qui a exactement les mêmes centres d'intérêt que vous, au détail près, vous voyez ce que je veux dire. Et donc c'est une phase où le prédateur va vous faire plein de promesses, de gages de présence, d'amour, il va être vraiment là pour vous, et voilà, comme j'ai dit, moi je sais que c'est ce genre de phase que j'ai connue dans une de mes relations passées. C'est une phase qui a duré peut-être 6 mois où la personne va vraiment être en mode love bombing à fond et où tout ira trop bien, même vraiment un peu trop bien. Ensuite, il y aura la phase qui est appelée le ferrage. Donc le ferrage, c'est quoi? C'est le moment où le prédateur va assurer sa prise. Donc par exemple, un bail commun, vous allez habiter ensemble,
l'achat d'un gros achat en commun, donc je sais pas, une voiture ou un truc comme ça, ou un compte joint bancaire aussi, ça c'est important. Ou des fois ça peut juste se faire par des confidences, des choses que vous allez dire à votre partenaire et pas à d'autres gens, donc il aura vraiment beaucoup de choses sur vous ou contre vous que vous lui aurez confié, parce que c'est normal de commencer à se confier à quelqu'un avec qui on aimerait partager sa vie. Moi je dirais que c'est le moment où je commençais vraiment à passer tous mes week-ends chez cette personne et où du coup je croisais son père de façon très régulière et j'étais invitée des fois à passer les fêtes chez sa mère, donc c'est un peu une phase qui s'est étalée sur plusieurs mois en fait. Et enfin la troisième phase qui est la phase de destruction, donc ça va être une alternance entre la phase de séduction et la phase de destruction en fait. Donc là ça va être une phase où vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui va pas, donc vous allez vouloir commencer à retrouver un petit peu votre indépendance entre gros guillemets parce que vous l'avez pas perdue, mais vous allez vouloir commencer à vous protéger un petit peu plus, donc par exemple vous allez vouloir sortir un petit peu plus. Je prends mon exemple, mais un week-end où vous avez l'habitude de le passer chez lui, vous lui dites « Ah bah j'ai un anniversaire, je serai pas disponible ». Et là ça va déclencher vraiment des crises de jalousie, il va vouloir fouiller votre téléphone par exemple, donc là c'est du vécu ce que je vous raconte. Vous allez avoir votre partenaire qui va faire des bouderies un peu pour rien, il va bouder pour tout et rien. Vous avez mis trop de temps à répondre à un message et ça y est, il va commencer à péter un câble. Et ensuite il va commencer à vous faire culpabiliser, machin machin, et ça c'est des choses que je vais développer après. Mais ce genre de situation là où vous allez vous engueuler et après il va revenir vers vous en vous disant mais non mais tu vois c'était rien, c'était pas une grosse engueulade, tu t'exagères toujours tout. Il va vraiment un peu vous faire du gaslighting en fait. Clairement c'est la définition du gaslighting. Pendant une dispute vous allez pleurer pour quelque chose, 5 minutes après il va revenir vers vous en faisant des bisous en vous disant mais non c'était rien, t'exagères. En fait ça va vous faire une sorte de dissonance un peu cognitive dans le sens où vous allez commencer à douter de ce que vous ressentez. Est-ce que c'est légitime ce que vous ressentez ou est-ce qu'il a pas raison? Est-ce qu'au final c'était pas rien toute cette embrouille? Non, vous avez raison. Et ça va entraîner beaucoup d'ignorance de cette personne pour vous, elle va beaucoup nier ce que vous ressentez, invalider votre ressenti. Ça c'est quelque chose qui va revenir beaucoup dans les anecdotes que je vais raconter, mais les pervers narcissiques c'est les plus forts en termes de gaslighting et à nier ce que vous pouvez ressentir. Vous allez dire j'ai faim, il va dire non c'est pas vrai t'as pas faim. Vous voyez, ça peut être ridicule à ce point-là, hein, vraiment. Il y a des signes aussi que vous pouvez commencer à remarquer chez vous, en fait. Il y a votre comportement qui va changer, vous allez vous sentir moins bien, plus fatiguée, vous allez être plus anxieuse, plus hyper vigilant, méfiante, agitée aussi des fois, puisque constamment sous stress de dire quelque chose qui peut mettre votre partenaire en colère par exemple. C'est vraiment l'expression où vous avez l'impression de marcher sur des œufs en fait. Et vous allez aussi perdre votre capacité à dire non par peur d'énerver votre partenaire qui va vous faire culpabiliser pour tout et rien. Parce que voilà, vous avez envie de lui plaire, vous avez envie d'être là pour lui, et vous n'avez pas envie d'aller contre lui, puisque à la moindre remarque ou à la chose que vous n'allez pas être d'accord avec lui, il va le prendre vraiment personnellement, et vous n'avez pas envie de mettre en rogne votre partenaire, parce que malgré tout ça, malgré des choses où vous vous dites ça m'embête qu'il soit comme ça, mais je l'aime quand même. Moi je sais que j'avais tendance à pas du tout parler du négatif avec mes amis, et à parler que du positif, et quand il venait à m'en faire cracher le morceau, je disais oui il a fait ça, il a fouillé mon téléphone quand je dormais, mais à côté il est comme ça. Enfin vous allez toujours trouver des arguments pour le défendre parce que naturellement vous allez voir les bons côtés. Enfin c'est une personne que vous aimez donc c'est difficile de voir les mauvais côtés d'une personne qu'on aime. Donc là je fais des généralités parce que c'est encore par rapport à mon vécu et aussi par rapport à tout ce que j'ai pu lire où c'est souvent ce que ressentent les victimes. Elles aiment leur partenaire et elles ont peur de les mettre en rogne et elles vont toujours du coup dans leur sens. C'est vrai que j'ai pas mentionné le nouveau piercing. Il est joli. C'était vraiment sympa comme piercing. Ça fait pas du tout mal. 4 sur 10. Voilà. Là, je vais parler d'un cas, d'une conséquence en fait de tous ces comportements, ce que ça peut engendrer. Le cas des violences sexuelles, harcèlement sexuel. Je vais pas m'étaler dessus parce que je veux quand même que cette vidéo reste divertissante et un peu fun à regarder, mais c'est des comportements qui malheureusement peuvent engendrer des violences sexuelles, puisque comme je vous ai dit, vous perdez votre capacité à dire non, et encore plus pendant ces moments qui sont très intimes et où vous êtes très vulnérable. Moi je me suis déjà retrouvée dans des cas où tu te sens obligée de dire oui et il faut pas du tout faire ça. Aujourd'hui je le sais. Mais des fois on se retrouve face à une personne où on n'arrive pas à dire non parce que cette personne vous met tellement une pression mentalement que vous avez l'impression que si vous dites non, la personne va croire que vous ne l'aimez plus, que vous n'êtes plus attiré par lui ou elle et vous vous sentez obligé de dire oui ou de rien dire en fait aussi.
mais c'est pas du tout une chose à faire et vous avez le droit de dire non. Et si la personne s'énerve, c'est un gros connard, voilà, ou une connasse. Tout ça, en fait, ça rejoint cette idée de négation de l'autre, d'invalider ses sentiments, son ressenti, ses désirs. Malheureusement, ce genre de situation, ça renforce encore plus l'emprise de la personne sur la victime, puisque elle a vraiment maintenant en plus d'avoir eu cette domination mentale avec toutes les remarques, tous ses comportements au quotidien, là il y a carrément une domination physique, après une potentielle agression ou harcèlement. Je sais que c'était pas très fun, mais c'est important à dire puisque bah, ça arrive malheureusement. Mais on va pouvoir passer à mon top 5 des profils de pervers narcissiques que j'ai pu rencontrer dans ma vie. J'ai décidé de faire un top 5, alors c'est pas exhaustif, c'est pas les seuls profils qui existent dans la vie, mais je me suis dit que déjà 5 c'est sympa comme chiffre, voilà, ça fait un petit classement. Et parce que aussi, bon bah j'ai pas vécu des milliards de choses non plus, mais j'ai des petites choses à raconter un peu sympas. J'ai classé mes expériences, mon vécu, en 5 catégories et j'ai donné des petits noms aux catégories, vous allez comprendre. La première catégorie de profil, c'est l'instable. Donc l'instable, il fait quoi? L'instable, ça va pas être du love bombing ni du manque d'attention tout de suite. En fait, il va alterner entre les deux. En fait, il va vous donner de l'attention de façon inégale. Il va être hyper gentil avec vous et vous faire comprendre que il l'est parce que vous le méritez et il l'est pas quand vous le méritez pas. Je vais donner un exemple, mais moi par exemple, j'ai été avec quelqu'un pendant 1 an et demi et tout, donc on savait qu'on s'aimait, on s'était déjà dit des je t'aime, enfin c'était pas genre une big étape à traverser ou quoi, mais par contre, des fois je lui disais je t'aime et il me répondait pas, il me disait non mais je te réponds quand j'en ai envie et quand j'en ressens l'envie. Donc c'est-à-dire que il y avait des moments du coup ça voulait dire oui il m'aimait pas en fait. J'étais en mode mais comment ça, enfin tu m'aimes pas? Il me disait non c'est pas ça mais là j'ai pas envie de te répondre moi aussi. Et vous imaginez bien que du coup, dans le sens inverse, si moi un jour je voulais lui faire le coup, il me disait comment ça tu me dis pas moi aussi, pourquoi tu me réponds pas, machin, voilà. Donc lui avait le droit de pas me dire moi aussi parce que il était pas dans le mood à me dire je t'aime, voilà. Mais le lendemain ça va être dès le réveil un je t'aime, vous voyez, enfin. En gros c'est simple, avec ce type de profil, vous aurez toujours tort, il aura toujours raison. Voilà. Moi j'appelle ça le profil instable, encore une fois c'est une exagération parce que un jour il va vous dire je t'aime et le lendemain il va dire je sais pas, tu m'as pas bien répondu là quand même, donc je suis pas sûre si je t'aime encore. Je grossis les traits, hein, mais c'est un peu ça. Le second profil que j'ai connu, et je l'ai appelé le contrôleur. Le contrôleur où la personne qui cherche à vous changer, comme dit dans l'intitulé, vous contrôle, vraiment, il va filtrer tout ce que vous faites, les gens que vous voyez, les gens à qui vous parlez. Pour moi, c'est celui qui va commencer à avoir le discours « je t'aime comme tu es ». C'est faux. Il vous aime pas comme vous êtes. Il aime l'idée en fait qu'il a de vous dans sa tête et qu'il va essayer de projeter sur vous. À mes 19 ans, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez, c'était la période où j'ai eu la diffusion à la télé de l'émission télé que j'ai faite Beauty Match. Et donc au moment où ça a été diffusé, hein, je parle pas de la période de tournage parce que ça a été tourné 1 an avant, le moment où ça a été diffusé, j'avais les cheveux roses fluo, je commençais à me faire des piercings, enfin j'étais en pleine transition un peu vers quelque chose de plus... En tout cas, j'étais en pleine transition vers un peu plus de modification corporelle. Donc à cette période de ma vie, j'étais en couple avec quelqu'un. Cette personne m'a rencontrée... J'avais les cheveux roses fluo déjà, donc j'avais pas encore de piercing, je crois, j'en avais un. Genre j'avais le nostril, un truc comme ça. Moi, je sais que cette personne a commencé par me dire des trucs du style « J'adore comment t'es, j'aime trop ton style, tes cheveux, ta façon de voir les choses. » Voilà, il aimait bien un peu ce côté décalé de ma personne, ce qui... était plutôt important pour moi puisque bah, je veux pas sortir avec quelqu'un qui cherche à me changer en fait. C'est hyper technique de parler de ça en faisant un big liner. Donc cette personne me dit qu'elle aime beaucoup ma façon d'être, ma façon de m'habiller. À l'époque j'avais peut-être... En vrai j'avais un style un petit peu plus classique, juste j'aimais bien mettre des couleurs et tout, mais comme maintenant j'aimais bien mettre des jupes avec... des chaussettes hautes. Cette personne dans les premiers mois était vraiment en mode ouais j'aime trop ça. Donc j'étais en mode putain trop bien, j'ai trouvé quelqu'un qui kiffe comment je suis, qui veut rien changer chez moi. Non, 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 c'était faux. Donc j'ai commencé à avoir des remarques en mode... donc je passe à un splitter pendant avec cette même personne. Donc un splitter, c'est les cheveux... J'avais les cheveux noirs et roses. Et un jour, il me fait une remarque en mode c'est quand que tu passes à une couleur de cheveux normale? Et je lui dis comment ça? Enfin... Comment ça, genre normal? Tu m'as connue avec des cheveux fluo, frère. Donc ça commence par ce genre de remarques. Un jour, je me rappellerai toujours, c'était le jour où on devait fêter mon anniversaire, donc je crois que c'était le jour même de mon anniversaire. Et je sais pas si j'ai déjà cité cette anecdote dans une vidéo parce que j'ai l'impression que je la répète assez souvent en vrai. Moi je suis née au mois de juin et au mois de juin il fait quoi? Il fait chaud, donc je mets une jupe avec des chaussettes hautes mais cette fois-ci en mode été, donc j'ai pas de collant et tout. Et il me regarde, il me fait « tu vas sortir comme ça ?» Je dis « bah
oui, enfin comme toujours, tu m'as déjà vu habillée comme ça. Mais ce jour-là, je sais pas, il a eu l'envie de me faire la remarque, ouais t'es habillée comme une salope, on dirait les meufs dans les hentai. Bah ok, enfin... ok mec, ça fait beaucoup là quand même. Donc il me dit vraiment, ouais t'es habillée comme une salope. Sachant que ça faisait, ouais, un petit peu moins d'un an qu'on était ensemble, donc ouais ça fait un peu mal quand même. Parce qu'il était en mode, ouais tu peux t'habiller comme ça pour moi, mais quand t'es habillée comme ça, je veux pas marcher à côté de toi dans la rue, je veux pas qu'on regarde ma copine. J'étais en mode, bon bah, tu veux que je sorte en mode dégueulasse et que les gens se disent ça me fait chum en fait. Enfin, en gros, il voulait avoir ce contrôle de ce que je pouvais porter en étant avec lui et en étant dehors avec lui et aussi en étant dehors sans lui. Et ça, vous devez vous dire, mais pourquoi je l'ai pas vu plus tôt? Mais parce que au début de la relation, il avait pas du tout ce comportement-là, et en fait, c'est plus on avançait dans la relation, plus il voyait que ce type de remarques, ça pouvait m'atteindre et que ça pouvait avoir un impact sur ma façon d'être et tout. Moi, je suis têtue, j'ai un fort caractère, j'ai pas du tout changé ma tenue ce jour-là, et je sais que ça lui a posé problème. Surtout que j'étais dépitée, parce que j'étais en mode, putain, c'était une nouvelle jupe et tout, je suis là, je la mets pour lui, ça lui plaît pas. Ok, bon bah je vais me faire foutre du coup. Et donc au début ça commence par des toutes petites attaques comme ça, où il vous dit pas directement que il veut changer votre façon d'être physiquement, c'est sous-entendu en fait. Moi c'était clairement un sous-entendu de je veux que tu t'habilles plus couverte quand t'es dehors, et avec moi tu peux montrer un peu tes genoux quoi, genre bah non en fait. Les femmes se sont pas battues des années pour que toi à 19 piges tu me dises de me cacher alors que j'ai pas envie en fait. Chacun s'habille comme il veut. Si une meuf a envie de mettre une jupe qui touche le sol et un col roulé, mais si on a une autre qui veut mettre une jupe qui est ras du cul et un décolleté, elle fait ce qu'elle veut, et c'est clairement pas un mec qui va vous dire comment vous devez vous habiller. C'est ma façon de voir les choses, et pour moi c'est la meilleure façon de voir les choses. Moi, personne ne doit vous dire quoi faire de votre corps, et donc moi, à chaque fois il avait pas son mot à dire sur comment je m'habillais, mais du coup, inconsciemment, ça faisait que quand j'allais le voir, je mettais des tenues qui étaient plus propices de lui plaire, parce que j'étais en mode putain si je mets ça, il va me faire la même remarque que la dernière fois, et bah j'ai pas envie d'avoir la même remarque forcément. Et quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment au fait d'avoir des tatouages, et que j'avais le budget aussi pour faire des tatouages, j'avais un projet en tête sur ma jambe, et je commence à lui en parler et à lui montrer, donc c'est la même personne. Et je sais qu'il était pas très chaud pour les tatouages, mais voilà, j'étais dans le même principe que bah t'as pas ton mot à dire, c'est mon corps et tout, et si j'ai envie de me tatouer, bah t'aimeras pas, ok, mais bah ça reste moi en dessous en fait. C'était pas un gros tatouage en plus qui allait me changer le corps. Donc je commence à lui en parler, et il me dit quoi? Il me dit je te trouverai moins attirante physiquement si tu te fais tatouer ça. C'était horrible, je me rappelle que cette phrase elle m'a fait pleurer, parce que j'étais partagée entre le bah je veux trop me faire tatouer, mais je veux pas que mon mec me trouve moins attirante, donc résultat j'ai jamais fait ce tatouage. C'est horrible de dire ça à son partenaire, genre ouais si tu fais ça, je te trouverai moins belle, moins attirante. Qui fait ça? Enfin, tu peux dire à ton partenaire que t'aimes pas son idée de tatouage, mais va pas lui dire ouais tu vas être trop chum sa mère avec, genre c'est horrible. Et généralement ce genre de comportement, en tout cas dans ma situation, ça va de pair avec le fait que la personne va vouloir contrôler vos messages. Donc moi j'ai eu le droit à des contrôles de messages surprises dans mon téléphone quand je dormais, et il y avait toujours un truc qui allait pas pour lui, parce que j'avais des potes mecs, et je sais pas, il va interpréter une discussion comme il veut alors qu'il y a rien du tout derrière. Enfin bon, ça je vais développer après, ça va être dans la catégorie suivante qui est le jaloux. Mais voilà, généralement les deux ça va un petit peu de pair. Quand j'ai su qu'il s'amusait à fouiller dans mon téléphone des fois la nuit, il y avait des moments où quand je dormais chez lui, je posais mon téléphone d'une certaine façon à un certain endroit, et le lendemain matin, je le retrouvais genre à l'autre bout de la chambre, il avait été le fouiller dans la nuit en fait, et moi j'ai un sommeil grave lourd, du coup je voyais jamais rien. La troisième catégorie de pervers narcissiques, selon moi, c'est du coup, comme j'ai dit, le jaloux. Bien sûr, le jaloux peut présenter tous les caractéristiques que je vous ai citées plus haut, comme il peut ne pas les présenter, hein. C'est des caractéristiques qui peuvent se retrouver chez une même personne, ou alors ça peut être dispatché à des intensités différentes chez certaines personnes. Alors je l'ai appelé le jaloux, mais j'ai aussi mis entre guillemets à côté le jaloux par amour. Il va vous dire qu'il vous fait telle ou telle chose, qu'il vous dit telle ou telle chose parce qu'il vous aime. S'il veut regarder à qui vous parlez et qu'il est jaloux de votre pote mec parce que, je sais pas, il vous a complimenté sur un outfit, sur une story Instagram, votre mec va être jaloux, il va dire non mais je suis jaloux parce que je t'aime. Et alors moi je l'ai cru pendant longtemps que c'était normal du coup d'avoir des réactions un petit peu virulentes quand tu aimes quelqu'un, quand tu es jaloux. Ça fait encore aujourd'hui que je suis quelqu'un de très jalouse, mais j'essaie de régler ça. Mais le mec jaloux, il va vous dire aussi que vous n'avez pas le droit d'avoir des potes mecs, parce que je cite,
Moi j'ai déjà entendu cette phrase, non mais les mecs on sait comment ils sont, ils peuvent pas avoir des amis filles parce qu'ils vous voient qu'à travers le prisme du sexe. Ok mais alors pourquoi toi t'as le droit d'avoir des potes meufs? Et là il va vous dire, non mais moi je suis pas pareil, moi mes potes meufs elles sont vraiment potes alors que toi tes potes mecs, on sait tous qu'ils veulent baiser avec toi genre. Oh, là je vous rapporte vraiment un dialogue que j'ai déjà eu en fait. Et je suis sûre que vous l'avez toutes, tous déjà entendu. Obligé. En fait, ce type de personnalité, il va d'abord être jaloux avec les mecs, mais j'ai déjà eu le cas où le gars va être jaloux de mes amies filles. Alors, c'est encore plus virulent quand vous êtes bisexuel ou pansexuel, parce que du coup, bah, vous êtes attiré potentiellement par les filles, mais pas par toutes vos potes, hein, parce que des fois, les mecs hétéros ont du mal à comprendre. Hein. C'est pas parce qu'on est bisexuel qu'on est amoureuse de toutes nos potes filles. Enfin, j'ai déjà été avec quelqu'un qui était jaloux de mes meilleures amies meufs, parce que j'étais très proche d'elle et tout. Il n'y a pas de raison d'être jaloux de mes amis quand tu es mon mec. Et c'est un comportement qui est hyper malsain parce qu'après cette personne va vous faire comprendre et va vous faire culpabiliser. Moi j'ai déjà eu ce cas où je vais une soirée avec la personne avec qui je suis en couple, je traîne un petit peu avec mes amis, mais je l'intègre à la conversation et à un moment il disparaît, il va bouder et après on dit ouais il est dans un coin parce que il trouve que tu lui parles pas assez et que tu parles qu'à tes amis filles, donc en fait il est parti bouder dans un coin. Mais on n'avait pas 16 ans, hein. On en avait 22 ans. Et donc dans ce genre de situation, quand vous allez vouloir être un petit peu jalouse, enfin vouloir, non pardon, mais quand vous allez être un petit peu jalouse, pas de façon aussi excessive que lui, mais je sais pas, il va parler à une meuf un peu trop souvent. C'est marrant parce que depuis tout à l'heure je me rends compte que je parle que de la même personne dans mes anecdotes. Mais cette personne, du coup, ce mec, avait, à l'époque, on était encore beaucoup sur Snapchat. Bon, je dis ça parce que moi, maintenant, j'ai plus Snapchat. Enfin, j'ai 25 ans, je suis plus sur Snapchat. Désolée, je vous juge un petit peu. Du coup, on était beaucoup sur Snapchat et je voyais qu'il parlait beaucoup à une fille. Et j'étais en mode, bon bah c'est sa pote et tout. Mais vraiment à base de... Moi le soir j'avais pas le droit de répondre à des SMS sur mon téléphone, mais alors lui, il y était tout le temps, et quand je faisais la remarque un peu en rigolant, en mode putain moi j'ai pas le droit et toi t'as le droit. Déjà il partait au quart de tour, hein, évidemment. Et surtout il avait l'excuse de non mais c'est une pote qui vient de perdre ses parents et tout ça, et au final après je vois que t'en viens à avoir des comportements où tu te reconnais pas, donc je faisais un peu comme lui me faisait, c'est que je regardais un petit peu au-dessus de son épaule pour voir de quoi il s'agissait, et je voyais que, enfin, la meuf elle envoyait des pavés et ça parlait pas de sa mère, hein. C'était à base de raconter juste sa life, et lui il disait pas du tout qu'il était avec moi dans la même pièce, et donc forcément moi ça me menait à des crises de jalousie mais excessives. Et c'est pour ça, parce que c'était une de mes premières relations dans ma vie, et c'est pour ça que pendant longtemps, j'ai cru, pas que c'était normal, mais c'était un réflexe que j'avais de fliquer un peu la personne. Donc ça te fait des réflexes horribles dans le sens où t'as peur de tout, t'as peur dès que ton partenaire a des amies filles et tout. Enfin, ça a un impact horrible après sur ta façon d'être dans tes relations. Moi je sais que ça, encore aujourd'hui dans mes relations récentes, ça a eu un impact en fait, le fait que je sois extrêmement jalouse. Mais c'est quelque chose que je contrôle pas. Et parce que surtout vous dites, vous avez le même argument que votre bourreau qui va vous dire non mais moi si je suis jalouse c'est parce que je tiens à toi, c'est parce que je t'aime. Surtout moi la phrase qu'on m'a déjà dit c'est pour montrer que je t'aime et que t'es à moi. Alors quand t'as 19 ans tu trouves ça mimi que quelqu'un dise t'es à moi, mais aujourd'hui avec du recul ça me dégoûte un peu. Genre non mec, je ne suis pas à toi, je ne suis pas ta propriété en fait, non. Quand on est jeune on se rend pas compte du poids des mots, mais dire à quelqu'un t'es à moi c'est horrible. Horrible. Bon, c'est que mon avis, encore une fois, hein. Peut-être que vous aimez bien que votre partenaire vous dise ça, peut-être en mode second degré, mais on me l'a déjà sorti très premier degré, et genre, non, non. La quatrième catégorie qui rejoint, je trouve, la jalousie, des fois, ça peut mener à des embrouilles, et dans les embrouilles, c'est là où vous voyez aussi le vrai visage de la personne avec qui vous partagez votre vie, puisque vous voyez que c'est quelqu'un de très violent. Donc moi, cette catégorie-là, je l'ai appelée le nerveux / le violent. C'est quelque chose, en fait vous voyez tout de suite, à force de traîner avec quelqu'un, vous voyez si la personne est de type à s'énerver assez facilement ou pas. Moi je sais que je m'énerve pas du tout. Moi quand je suis énervée je pleure de nerfs, donc c'est tout. Ça m'est arrivé qu'une fois peut-être de crier sur quelqu'un de rage, mais en pleurant, hein, toujours, on est une vicose ou on ne l'est pas. Vous voyez que cette personne s'énerve facilement. Donc au début ça va être crier parce qu'il a perdu un match sur la play, exemple que j'ai vécu. Après il va casser sa manette parce qu'il a perdu. Bon. Un peu une réaction de loser, mais soit. Déjà t'as perdu, t'es un loser, et en plus tu casses ta manette, t'es un loser frère, genre vraiment. J'ai une anecdote là-dessus qui n'a rien à voir. Mon beau-père, un jour, il a perdu un match sur FIFA, il a lancé la manette dans la télé. Il a cassé la télé. Mec, t'as 50 ans, tu fais des trucs comme ça. Bref, les hommes, hein, et leur façon de gérer leurs émotions et leur colère, c'est encore autre chose. Donc il a cassé sa manette. Ok,
Et puis un jour, vous allez vous disputer, il va frapper dans un mur de rage. Déjà, je vous jure, hein, ça existe. Je l'ai vu. C'est pas stéréotypé. En fait, moi j'en ris maintenant, mais quand tu vois ça, moi je me rappelle, je l'ai pas vu, mais je l'ai entendu parce que je me disputais avec une personne. J'ai eu peur, parce que moi j'ai peur quand on me crie dessus. Donc je me suis enfermée dans sa salle de bain et je l'entends hurler et taper sur les murs. Genre, c'est effrayant de fou. T'es là, t'es coincé, t'es chez lui et tu peux rien faire et tu l'entends taper dans les murs. On est où là? Enfin... Et donc cette première dispute se finit, vous lui dites ouais par contre j'aime pas quand tu fais ça. En fait il va dire oh mais non c'est bon je t'ai pas énervé contre toi, c'était rien, t'inquiète. Il va minimiser la façon dont vous avez interprété les choses et ça vraiment c'est un comportement très manipulateur dans le sens où vous avez le droit d'avoir eu peur de sa réaction mais lui il va vous dire mais non c'était rien, je vois pas pourquoi t'exagères, c'était rien. Non, il n'y a pas à faire ça. Si sa réaction vous a fait peur, c'est tout à fait normal et il n'a pas à vous dire comment vous avez le droit de vous sentir ou non. Et puis un jour, une autre dispute, il va vous pousser et vous allez tomber par terre. Vous êtes en mode ah bah c'est pas cool en fait de faire ça. Et quand vous essayez d'en reparler avec lui, il va dire non mais t'étais sur mon chemin et j'étais énervée, c'était pas contre toi, c'est juste parce que tu me gênais, je voulais accéder à telle chose, t'étais dans l'encadrement de la porte, tu me gênais. Alors que vous venez de lui expliquer que vous avez vécu ça comme un acte hyper violent et que vous aviez l'impression qu'il allait vous faire du mal physiquement. Lui il va vous dire mais non, t'exagères, je t'ai juste décalé légèrement sur le côté alors qu'il vous a poussé et ça vous a fait tomber par terre quand même, c'est pas rien. Ou alors il y a aussi le cas où il va vous dire oui mais c'est ta faute, tu m'as poussé à bout, c'est ta faute, c'est à cause de toi que j'ai réagi comme ça, si t'avais pas dit ça, si t'avais pas réagi comme ça, je t'aurais pas poussé. Là c'est encore un truc de gaslighter en mode c'est ta faute si je t'ai fait mal. Non. Là je vous donne des exemples types, comme je vous ai dit, qui sont de mon expérience personnelle. Donc au moins vous avez un petit background de ma dating life qui a été plutôt chaotique. Mais comme j'ai dit, aujourd'hui j'en parle comme ça, tranquille, parce que c'était il y a longtemps et que ça va mieux, et voilà. Et après ce genre de situation, ces démonstrations de violence, il y a deux cas possibles. Soit le prédateur, je réutilise les mots, le prédateur il va être en mode love bombing, à vous rassurer, à s'excuser en disant que ça va jamais se reproduire, mais d'ici une semaine, je sais pas, vous allez faire tomber un truc chez lui et ça va le saouler, et pareil, il va s'énerver de la même façon. Ou alors, il y a le cas où il va vraiment minimiser, comme je vous ai dit, tout ce qui s'est passé, il va dire mais non, mais t'exagères, mais j'ai pas dit ça. Donc soit love bombing, soit gaslighting. Que des mots en anglais, je suis désolée, mais comme j'ai dit, love bombing, bombardement d'amour, il va s'excuser, gaslighting, il va vous monter la tête et après vous allez en venir vous à vous questionner sur ah mais du coup est-ce que c'était aussi grave que ça, est-ce que il a pas raison au final, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que j'étais pas sur son passage et qu'il m'a juste poussé et c'est peut-être moi je suis tombée parce que j'ai perdu l'équilibre, vous voyez, ça monte la tête en fait et vous en venez à questionner votre propre façon d'être en fait. Moi la phrase que j'ai beaucoup entendue c'est t'exagères ou t'es complètement hystérique, voilà, fameux, puisqu'on est au Moyen-Âge. Hein. La cinquième et dernière catégorie qui est un petit peu plus complexe, du coup je vais élaborer ce que je veux dire, mais la victime qui a tous les mots du monde, c'est-à-dire, donc les mots MAUX. Hein. Là cette fois-ci je vais pas parler de la même personne, elle est épargnée. Donc quand je dis victime ici, c'est ironique, je parle vraiment de la victime entre guillemets, puisque c'est quelqu'un qui va se victimiser sur tout. Quand je dis vraiment tout, c'est que tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez dire, il aura l'impression que c'est contre lui et que vous cherchez juste à le nuire puisque le monde entier est contre lui et que tout le monde veut lui nuire. Et je vous jure que j'exagère pas et qu'il y a vraiment des personnes comme ça et que c'est effrayant en fait parce que même vous remettez en question, vous êtes là mais est-ce que je suis si méchante que la personne me le fait croire en fait, est-ce que je suis si horrible que ça? Moi je sais que dans cette situation là j'ai demandé à mes copines, genre j'ai envoyé des messages et je lui disais mais est-ce que tu me trouves méchante? Quand tu m'as vu interagir avec cette personne, est-ce que tu trouvais que j'étais méchante? C'est là que c'est important d'avoir un bon entourage et quelqu'un qui vous connaît bien, des gens qui vous connaissent bien parce que ça vous remet vraiment, ça vous donne un point de vue vraiment extérieur parce que des fois c'est très difficile en fait de s'en rendre compte. Par exemple quelque chose qui peut être un peu un red flag quand vous allez rencontrer quelqu'un et commencer à observer un petit peu comment cette personne fonctionne et voir si ça connecte avec vous, quelqu'un qui se projette beaucoup, très très vite. C'est pas forcément négatif, mais ça peut vous mettre une certaine pression si comme moi par exemple vous n'êtes pas du genre à vous projeter genre en 2 semaines, ce qui est normal, mais je sais que j'ai des copines qui se projettent au bout d'une semaine, vous voyez, enfin chacun fonctionne comme il veut. Et donc j'ai déjà eu cette situation où quelqu'un qui veut se projeter d'habiter avec moi alors qu'on se connaît depuis 1 mois, donc 1 mois ça peut paraître énorme, mais pour se projeter d'habiter avec quelqu'un, bon,
c'est beaucoup quand même. La personne, moi je vais pas forcément répondre à ça, ou je vais lui dire en rigolant, bah, c'est un peu trop tôt quand même, dis donc. Et la personne va mal le prendre, elle va dire quoi, tu m'aimes pas, tu te projettes pas avec moi, c'est ça. Vous aurez beau dire tout ce que vous voudrez, vous aurez beau dire que c'est pas ça, c'est que c'est trop tôt et que vous êtes pas du genre à vous projeter comme ça, la personne en face va très mal l'interpréter. Alors bien sûr, si vous savez que la personne qui se trouve en face de vous peut mal l'interpréter, il y a toujours une façon de formuler les choses. Dites pas ben non, je me vois pas avec toi, dites juste, c'est un peu trop tôt pour l'instant, vaut mieux profiter de l'instant présent peut-être. Et donc ce qui peut arriver avec ce genre de personnes, c'est que du coup vous allez culpabiliser de pas être forcément sur la même longueur d'onde entre guillemets, parce que bah c'est dans vos droits de pas vous projeter tout de suite, enfin chacun fait les choses à son rythme. Genre moi par exemple c'est difficile de me projeter maintenant, enfin quand on sort d'une grosse relation longue, difficile de croire quelqu'un qui vous promet plein de choses dès le début, enfin et surtout bah moi c'est ma façon de fonctionner et chacun fonctionne comme il veut en fait. Et il y a aussi le cas de mais après une dispute, admettons c'est lui qui est en tort mais il va s'attendre à ce que ce soit vous qui aille vers lui pour le consoler et vous le faites pas parce que bah vous attendez que ce soit plutôt lui qui s'excuse ou juste bah vous préférez attendre que la tension redescende et en parler plus tard, le lendemain par exemple. Donc vous allez exprimer vous votre volonté de vouloir rester un peu seul, donc dans votre coin parce que bah, vous aimeriez bien que la tension redescende et qu'on en reparle quand on est tous les deux moins à chaud et qu'on a réfléchi et voilà. Et donc ce qui peut arriver c'est que la personne retourne la situation contre vous en vous disant que vous êtes une manipulatrice égoïste parce que vous voulez rester seule, parce que vous voulez pas en parler tout de suite, alors que cette personne sait comment vous fonctionnez et que vous préférez plutôt en parler quand les choses se seront calmées. Non, cette personne va vous faire culpabiliser et vraiment retourner la situation contre vous et dire que c'est vous la manipulatrice alors que c'est juste sain en fait d'attendre avant de résoudre un conflit en fait quand on a besoin de trouver un peu les mots. Comme moi qui n'aime pas les conflits, j'aime bien réfléchir dans mon coin et parler à tête reposée. Certes ça peut être difficile quand vous vivez avec la personne ou que la personne est chez vous pour un week-end par exemple. Je trouve que, en tout cas c'est mon avis, je trouve que c'est important que votre partenaire respecte ça aussi. Et puis même pas forcément après une dispute, mais juste, moi je sais que j'ai besoin d'avoir beaucoup de moments où je suis seule, parce que j'aime beaucoup ça, être seule aussi. Alors je déteste comme j'adore, mais voilà, certaines personnes vont vouloir passer un peu de temps seule parce que c'est comme ça qu'ils récupèrent un peu de l'énergie, et moi je sais qu'on me l'a déjà reproché, dans le sens où ouais tu veux pas être avec moi, c'est ça. Non, j'ai juste besoin d'être un peu seule, mais c'est pas contre toi, genre. Donc là j'ai fini à vous présenter mes 5 catégories, j'espère que ça vous a plu, mes petites anecdotes, mais je vais faire des mentions spéciales à des situations dans lesquelles je me suis retrouvée. Donc par exemple, moi dans mon cas, alors j'ai pas 1 million d'abonnés, je ne suis pas Léna Situation, mais je fais quand même très attention à qui je partage sur mes réseaux sociaux et mes stories Instagram parce que bah il y a quand même beaucoup de gens qui les voient et les gens sont très curieux des fois. J'ai eu beaucoup d'exemples des gens qui retrouvaient des amis à moi et j'ai déjà eu fait face à, et pas qu'une fois, à des crises de jalousie de la part de quelqu'un qui était en mode « monte pas dans tes stories, ça veut dire que t'assumes pas d'être avec moi, tu veux pas montrer que tu traînes avec moi, ça veut dire t'as honte de moi, enfin... » Et tout de suite ça allait de pire en pire, t'as honte de moi, t'assumes pas d'être avec moi, tu me détestes, genre wow, mec, ça fait 3 semaines on se connaît, genre... Et moi je me suis déjà retrouvée dans cette situation à d'expliquer à quelqu'un, déjà j'ai pas envie d'exposer toute ma vie privée, et surtout pas quand je rencontre quelqu'un qui peut peut-être devenir mon petit ami, mais au bout de 3 semaines, genre pourquoi? Et après j'ai eu le cas où j'ai compris que la personne cherchait aussi à avoir un petit peu de clout, et j'explique toujours en mode mais tu sais que la plus grosse partie des gens qui regardent mes stories c'est des abonnés filles, y a pas de marque qui va venir te démarcher ou quoi, enfin je sais pas ce que tu veux. Donc voilà, je voulais juste faire une petite mention spéciale pour ça, déjà. Aussi, par exemple, dû du fait que je travaille à mon compte et que je suis quelqu'un qui aime bien être réveillée très tard le soir, parce que, par exemple, je vais faire du montage, je vais travailler sur ma boutique Etsy, et j'aime bien la nuit, c'est plus calme, je suis plus tranquille. Du coup, je dors très peu la nuit, et ça m'arrive de faire des siestes en journée, ou alors je fais des grasses mat, des fois c'est pas des petites grasses mat, genre je peux me réveiller à 13-14 heures quoi, je dors quoi. Et donc j'ai déjà eu l'argument de tu dors trop alors que je suis avec toi, alors que tu pourrais être réveillée à me parler et à passer du temps ensemble. Mais est-ce que tu veux que je sois réveillée en manque de sommeil et donc être désagréable et irritable alors que je pourrais juste dormir et me réveiller en pleine forme, et après on peut faire des trucs ensemble, enfin reprocher à quelqu'un de dormir trop alors que vous savez qu'elle a un rythme de vie qui est un peu spécial, non. En tout cas c'est... moi je l'ai
hyper mal pris, j'étais en mode cette personne savait que j'avais un rythme qui était un petit peu décalé, tu savais, t'étais prévenue, je t'ai dit, et t'étais en mode ok ça me gêne pas, et à me faire culpabiliser que je dors trop. Genre t'es là, t'ouvres les yeux, la première chose que tu vois c'est ton partenaire qui est hyper vénère contre toi parce que tu dors. Et je trouve, en fait, je sais pas si c'est que moi, vous pouvez me faire un retour de tout ce que je vous ai dit en commentaire, hein, mais moi je trouve ça un peu insensé. Je vous invite aussi en commentaire à me partager des petites anecdotes si vous en avez et si vous vous sentez apte à les raconter, hein, parce que je sais que moi j'ai pris beaucoup de recul sur certaines situations, mais il y a peut-être encore des choses que je raconte pas parce que c'est encore un peu trop frais dans ma tête, mais en tout cas tout ce que je vous ai dit, c'est parce qu'aujourd'hui je suis en mode bon, c'est passé, c'est bon. Je sais pas du tout à quoi ressemble mon make-up parce que j'ai qu'un petit miroir. Je vais vous laisser ici pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura été utile à quelques personnes et si elle vous a pas été utile, j'espère qu'elle vous a au moins diverti. Mon but c'était voilà de vous parler un peu comme une grande sœur qui vous donne des conseils avec ses mésaventures. Je me rends compte que j'ai pas beaucoup souri pendant la vidéo parce que j'ai un aft là. Et quand je souris, j'ai très mal, donc je vous fais pas la gueule. Si jamais les livres que j'ai mentionnés vous intéressent, je vous mettrai les références dans la barre d'infos. Voilà, c'est pas des liens affiliés ou quoi, c'est juste si jamais ça vous intéresse. Moi, ça m'a permis de me rendre compte de plein de choses que j'ai pu vivre et au moins maintenant, je suis un peu armée à certaines choses et je verrai les choses venir plus facilement avant de me laisser marcher dessus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner pour suivre mes autres vidéos. Je sais que je poste pas régulièrement, mais j'espère que les vidéos que je sors au moins quand elles sont là vous plaisent. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux, je vous les affiche ici. Ma boutique Etsy où je suis très active chaque semaine, où je poste des choses régulièrement. En plus là, c'est bientôt le mois de décembre et comme j'ai fait ces 2 dernières années, quand j'ai ouvert ma boutique, chaque mois de décembre je fais un calendrier de l'Avent sur ma boutique, donc je sors une nouvelle pièce par jour sur ma boutique, comme un calendrier de l'Avent classique mais avec des bijoux. Donc même si vous achetez pas forcément, je sais qu'il y en a qui aiment bien découvrir chaque jour le bijou que je sors. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, moi je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!